Un ami m'a raconté hier soir son entretien d'embauche dans une société de cybersécurité. Le recruteur lui a posé plusieurs questions. Mon ami s'est bien débrouillé, mais il y a une seule question où il ne savait pas quoi répondre. Le recruteur lui a demandé quelles sont les 10 failles de sécurité les plus critiques pour des applications web. Et toi, connais-tu la réponse à cette question? Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la cybersécurité. Je travaille dans ce domaine depuis quelques années. Si tu débutes en cybersécurité, ce n'est pas toujours simple de trouver le bon chemin pour réussir ton projet professionnel. Cette chaîne me permet de te partager quelques astuces pour progresser rapidement dans la cybersécurité. Abonne-toi si c'est un sujet qui t'intéresse. Je poste généralement 1 à 2 vidéos par semaine. Pour répondre à la question que je t'ai posée au début de la vidéo, je vais te présenter le top 10 OWASP. Mais avant cela, c'est quoi OWASP? OWASP est un sigle utilisé pour Open Web Application Security Project. C'est un organisme qui publie quelques recommandations afin de sécuriser des logiciels. Je parle de logiciels au sens large, donc ça peut être des applications web, des applications mobiles, etc. Le top 10 OWASP est un rapport gratuit publié par des experts de sécurité. Ce rapport présente les 10 vulnérabilités de sécurité les plus critiques d'applications web et surtout comment corriger ces failles. L'objectif est d'aider les développeurs à prendre en compte les alertes de sécurité lors de la conception d'une application. Ce top 10 est mis à jour régulièrement en moyenne toutes les 2 à 3 ans. Le premier rapport a été publié en 2003. Un point important est que ce rapport est gratuit et consultable sur le site de l'OWASP. À présent, voyons ensemble quelles sont ces 10 failles de sécurité. Le premier, c'est le contrôle d'accès défaillant. Le contrôle d'accès est un mécanisme qui permet de vérifier qu'un utilisateur accède uniquement à certaines ressources. Je vais prendre un exemple. Supposons qu'une application donne la possibilité aux utilisateurs de voir leur profil privé à cette adresse et personne ne doit voir le profil des autres utilisateurs. Un contrôle d'accès défaillant ici veut dire que si je change dans cette URL 101 par 102 par exemple, je peux voir le profil privé de l'utilisateur associé à 102. Tu comprends donc que si un utilisateur accède à une ressource à laquelle il n'a pas droit, les conséquences peuvent être graves. Par exemple, la divulgation d'informations privées, le vol d'identité pour se faire passer pour un administrateur qui a plus de droits sur l'application, etc. OWASP recommande de mettre en place quelques éléments afin de durcir le contrôle d'accès dans une application. Par exemple, réfléchir sur le fonctionnement du contrôle d'accès au début de la conception de l'application. Ensuite, toutes les demandes doivent passer obligatoirement par un contrôle d'accès. Il faut aussi appliquer le principe du moindre privilège. En d'autres termes, les utilisateurs ou les programmes ont par défaut des accès basiques. S'il faut effectuer les tâches administratives, un compte spécial supplémentaire est nécessaire. Un exemple sur ce point, j'ai travaillé dans une entreprise où j'avais 2 comptes. Un compte standard pour les tâches quotidiennes et un compte avec plus de droits pour des tâches administratives. Une autre recommandation de l'OWASP, c'est qu'il faut sauvegarder dans des fichiers journaux tous les événements de contrôle d'accès. Ces logs ou fichiers journaux peuvent aider en cas de cyberattaque. Un dernier point sur la partie contrôle d'accès défaillant, c'est que l'OWASP propose aussi l'utilisation d'un scanner qui s'appelle OWASP ZAP, ZAP, qui permet de détecter ce type de faille. Dis-moi dans les commentaires si tu souhaites avoir une démonstration sur le scanner OWASP ZAP. La deuxième vulnérabilité, c'est les défaillances cryptographiques et les expositions de données sensibles. Pour comprendre comment stocker les données, il faut déjà savoir quels sont les types de données. Il existe des données stockées et des données transmises. Par exemple, ces fichiers MP3 sont stockés sur mon ordinateur. Ce sont des données stockées. Lorsque tu mets à jour ta photo de profil dans une application, c'est une donnée transmise. OWASP dit qu'il faut bien sécuriser ces 2 types de données. Toutes les données sensibles, par exemple carte bancaire, dossier médical, etc., doivent être protégées si elles sont stockées ou transmises d'une machine vers une autre. Par exemple, une application est vulnérable si elle collecte les numéros de carte bancaire en HTTP qui n'utilisent pas de chiffrement et peut donc être interceptée par un pirate.
Pour prévenir ce type de faille, l'OWASP recommande l'utilisation de trois grands principes. Le premier, c'est la classification des données afin de savoir quelles sont les données sensibles à chiffrer ou protéger. Par exemple, les numéros de carte bleue sont des données sensibles à chiffrer. Deuxième point, c'est le chiffrement des données lors du transport ou chiffrement des données transmises. On peut par exemple utiliser le protocole HTTPS. Troisième et dernier point, c'est le chiffrement des données sensibles lors du stockage. Alors, si c'est possible, dans la conception de l'application, il n'est pas recommandé de stocker les données sensibles, mais si ce n'est vraiment pas possible d'éviter ce cas, alors il faudrait opter pour le chiffrement de ces données. À savoir aussi qu'il existe des scanners qui permettent de vérifier la version de TLS utilisé par un serveur web afin de savoir s'il y a des vulnérabilités. Par exemple, ces outils sont des outils qui peuvent être utilisés pour scanner un serveur web afin de savoir s'il y a des vulnérabilités. Et un point très important, c'est que tu peux utiliser ces outils, mais uniquement sur tes propres serveurs. Troisième vulnérabilité, c'est les injections. Une application est vulnérable aux attaques par injection lorsque les données fournies par l'utilisateur ne sont pas validées ou nettoyées avant leur traitement. L'objectif du pirate est de faire en sorte que l'application ait un comportement qui ne corresponde pas à la raison pour laquelle elle a été conçue. Je prends un exemple. Pour voir mon profil sur cette application web, j'utilise ce lien. Un pirate peut ensuite injecter du code qui va forcer l'application à afficher toutes les entrées de la base de données qui est reliée à l'application. En supposant que cette base de données stocke les mots de passe en clair, voici ce que la requête donnera. La partie 1 égale 1 est toujours vraie, donc cette requête va renvoyer toutes les entrées qui sont dans la table de la base de données. Voici le résultat que j'obtiendrai, par exemple, si on avait une table de données qui stockerait en clair les mots de passe. Ce qui n'est pas très bien d'ailleurs de stocker les mots de passe en clair. Pour prévenir ce type d'attaque, il faut toujours vérifier les données entrées par un utilisateur et protéger les caractères spéciaux. Quatrième vulnérabilité, c'est la conception non sécurisée. Une conception sécurisée, c'est un ensemble de méthodes qui vont permettre d'analyser régulièrement le code d'une application afin de prévenir certaines attaques. Ce qui veut dire qu'une conception non sécurisée expose le code d'une application à certaines violations par un pirate. Je prends un exemple. Tu as certainement déjà utilisé une application qui, pour te permettre de récupérer ton mot de passe, te pose quelques questions. Quel est ton film favori? Dans quelle ville es-tu né? Quel est le deuxième prénom de ton père? Dans une conception non sécurisée d'une application, ces questions ne sont pas suffisantes pour prouver que je suis le propriétaire du compte. Il faut par exemple envoyer un SMS. De manière générale, pour se prémunir contre ce type de faille, il faut intégrer la sécurité dans le cycle de vie du développement d'une application. En fait, il faut penser sécurité au moment où on commence à créer l'application et pendant toutes les mises à jour de l'application. La cinquième vulnérabilité, c'est la mauvaise configuration de sécurité. Il existe plusieurs exemples dans cette catégorie. L'utilisation de mots de passe par défaut sur les équipements, des messages d'erreur trop verbeux. Donc ce type de message va dévoiler par exemple la version d'un serveur web. Autre exemple, c'est l'activation de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Par exemple, laisser les ports 80 et 21 ouverts et activés alors que c'est un serveur qui fait uniquement du 443. Autre exemple, c'est le traitement des fichiers XML sans vérifier le contenu. On peut avoir une application web qui permet à l'utilisateur de déposer un fichier XML sur l'application via le serveur et un pirate ou un utilisateur mal intentionné peut injecter du code qui va faire que le fichier XML qui a été déposé sur le serveur va retourner certaines informations qui vont donc permettre au pirate de pouvoir détourner le fonctionnement de l'application. Plusieurs éléments peuvent être utilisés pour prévenir les mauvaises configurations. Donc, avoir une procédure de durcissement des systèmes d'exploitation, avoir une procédure de vérification des permissions, désactiver les services qui ne sont pas utilisés, etc. La sixième vulnérabilité, c'est les composants vulnérables et obsolètes. Lors de la conception d'une application, le développeur peut utiliser des composants obsolètes et vulnérables, par exemple un système d'exploitation qui n'est plus à jour, ou bien un gestionnaire de base de données obsolète. Donc utiliser une version d'OpenSSL obsolète ou une librairie qui n'est plus supportée, etc. Ces éléments constituent une porte d'entrée pour un pirate. Donc pour se prémunir, il faut avoir une procédure de mise à jour de tous les composants
Désactiver les composants que tu n'utilises pas. Il faut également suivre régulièrement les publications sur les vulnérabilités. Il faut télécharger les composants à partir d'une source fiable. Donc ça peut être le site officiel de l'éditeur. La septième vulnérabilité, c'est l'identification et l'authentification de mauvaise qualité. Une application qui ne gère pas bien les authentifications et les sessions des utilisateurs constitue un danger pour un système d'information. Imagine que tu te connectes sur une application et tu te retrouves avec les droits administrateurs alors que tu devrais avoir des droits d'un utilisateur standard. Tu auras donc accès à certaines informations sensibles. Un autre exemple, une application qui ne bloque pas pendant un certain temps les utilisateurs qui échouent plusieurs fois à une authentification. Ceci donne la possibilité à un pirate d'essayer plusieurs combinaisons identifiant mot de passe. C'est ce qu'on appelle aussi l'attaque par force brute. Pour prévenir ce type de faille, il faut changer les mots de passe par défaut, activer l'authentification multifacteur, j'entendrai aussi parler de MFA, journaliser les tentatives d'authentification, mettre en place un temporisateur après une succession d'authentification échouée. Il faut aussi mettre en place une politique de mots de passe. La liste, bien évidemment, n'est pas exhaustive. La huitième vulnérabilité, c'est le manque d'intégrité des données et du logiciel. Il existe plusieurs exemples dans cette catégorie. Une application qui s'appuie sur des bibliothèques ou modules provenant de sources non fiables, le téléchargement de mises à jour sans vérifier l'intégrité des fichiers. Dans cette capture, tu peux voir par exemple que lorsque je télécharge la version Ubuntu Server 21.10, le site de Ubuntu me propose de vérifier l'intégrité du fichier. C'est une commande que je vais exécuter sur le fichier que j'ai téléchargé et je dois obtenir OK. Si j'obtiens OK, ça veut dire que le fichier n'a pas été altéré pendant son transfert entre le serveur d'Ubuntu et mon ordinateur. Autre exemple dans cette catégorie, c'est la sérialisation ou la désérialisation non sécurisée d'objets. Pour information, la sérialisation consiste à prendre des objets dans le code de l'application et à les convertir dans un format qui peut être utilisé plus tard, par exemple le stockage de données sur le disque. Et la désérialisation consiste à reconvertir les données sérialisées en objets utilisables par une application. Donc, pour faire simple, quand tu joues par exemple à un jeu vidéo, tu as la possibilité de mettre en pause et de revenir continuer au niveau où tu t'es arrêté. C'est la sérialisation et la désérialisation qui permettent justement d'avoir cette fonctionnalité dans ton jeu vidéo. Pour se prémunir de ce type de vulnérabilité, c'est qu'il faut vérifier l'intégrité des fichiers avant d'appliquer une mise à jour. On peut également interdire la désérialisation de données provenant de sources non fiables. L'avant-dernière vulnérabilité, c'est la supervision et la journalisation insuffisante. L'absence de journalisation et de supervision d'une application rend difficile la détection d'incidents, la détection d'intrusion ou la correction d'une anomalie. L'application doit envoyer ces fichiers vers un serveur de log, exemple de syslog. Tu peux également utiliser un outil de supervision, par exemple des Centrion, Zabbix, etc. Et il faudrait une procédure de réponse à incident pour toutes les cyberattaques. La dernière vulnérabilité, c'est la falsification de requêtes côté serveur. Tu entendras souvent parler de la vulnérabilité SSRF pour Server Side Request Forgery. Cette faille permet à un pirate de forcer l'application à effectuer des requêtes vers un domaine spécifique ou vers un ordinateur spécifique. Par exemple, un serveur vulnérable peut être utilisé pour scanner les machines qui sont dans le même réseau que lui. Donc le pirate va passer par un serveur vulnérable et une fois qu'il a la main sur le serveur vulnérable, il va scanner les machines qui sont sur le même réseau que le serveur. Un autre exemple, une application d'e-commerce utilise cette requête afin d'afficher le statut des stocks. Supposons qu'un pirate modifie cette requête afin de récupérer quelques informations sur le serveur qui héberge l'application. Certainement, l'application autorise les requêtes qui viennent directement du serveur, localhost. Cette requête va donc afficher les informations administratives sur l'application. Pour se prémunir contre ce type de vulnérabilité, un ensemble d'actions doivent être implémentées. Journaliser le trafic bloqué autorisé, vérifier les informations envoyées par un utilisateur. Il ne faut jamais faire confiance aux données envoyées par les utilisateurs
et utiliser une liste blanche qui contiendra les protocoles et les adresses IP autorisées, de telle sorte que si le pirate arrive à injecter des commandes avec l'adresse IP du serveur, donc si tu as défini une liste blanche d'adresse IP par exemple, si cette adresse IP n'est pas dans la liste des adresses IP autorisées, la commande ne pourra pas passer. Autre exemple, c'est segmenter le réseau, donc en utilisant le pare-feu, des commutateurs et des routeurs. Il y a un outil qui s'appelle SSRF Map qui permet de voir si une application est vulnérable à l'attaque SSRF. Dis-moi dans les commentaires si tu as besoin d'une démonstration de cet outil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonne-toi à la chaîne si tu souhaites recevoir quelques astuces sur la cybersécurité. Et n'hésite pas à partager la vidéo aux personnes qui souhaitent découvrir les 10 vulnérabilités web les plus critiques. À bientôt.